On va repartir du côté de l'Ukraine. On s'était quitté avec Oleksandr Syrski, le tout nouveau chef d'état-major des armées, qui a accordé d'ailleurs sa toute première interview à un média allemand. Il était sur le front, il nous a parlé ce matin d'une situation extrêmement complexe, extrêmement tendue sur le front Est. Eh bien, regardez ce qu'il disait à cette chaîne de télé allemande. C'était un entretien réalisé avant sa nomination le 8 février dernier. Il dit que du côté d'Avdiivka, certes, les pertes sont lourdes des deux côtés, mais visiblement, il faillit à sa réputation. Certains, vous le savez sans doute, on vous en parlait souvent, disaient qu'il avait des méthodes de boucher, des méthodes brutales et qu'il était peu économe de la vie de ses hommes. Écoutez, là, visiblement, il se préoccupe de la vie de ses hommes. Pour nous, la valeur principale est la vie de nos soldats, des officiers, des unités de combat qui sont sur le front. Nous ne pouvons pas nous permettre le genre d'attitude comme le font les commandants russes qui pratiquent des assauts locaux. Je préférerais peut-être laisser certains postes, mais je ne laisserai pas mourir tout le personnel. Et pour eux, la valeur de la vie d'un soldat est pratiquement nulle, et nous pouvons le constater. Leurs pertes, en particulier les décès, selon les données les plus récentes, sont 8 fois supérieures aux nôtres. Leurs pertes en vie humaine dépassent de loin nos pertes. Général, c'est le nouveau Syrski, parce que beaucoup de témoignages de ces hommes, même proches, disaient qu'il avait des méthodes russes en ce qui concernait le management de ces hommes et la gestion des pertes, notamment sur le terrain. C'est possible, mais moi j'évoque toujours la notion de mission. Joue quelque chose. J'évoque toujours la notion de mission. Si on lui dit de tenir une ville et qu'il doit la tenir, il y aura des pertes humaines. Et ça ne veut pas dire qu'il veut faire tuer ses soldats. C'est simplement, il y a la mission. Alors effectivement, après, vous avez la perception de la base. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait là ? On se fait tirer dessus, on ne peut rien faire, on demande de tenir. Mais pourquoi faire ? Vous l'avez dans toutes les batailles. Il y a un moment donné où le soldat de base, quand il voit ses camarades tués ou blessés, se pose la question. Mais quand le chef militaire a reçu une mission, qu'on lui dit de tenir une ville, par exemple, bah oui, ça se fera au prix de la vie de ses soldats. Ça ne veut pas dire qu'il veut les faire tuer. C'est simplement qu'il a reçu la mission de tenir. Voilà. Et ça, c'est toujours très difficile à expliquer. C'est pour ça que la notion de boucher, bon, j'aime pas trop ce terme parce que alors, tout chef de militaire... C'est un nom qui a été employé par des commandants, exactement, vous avez raison, et des militaires ukrainiens. Oui, mais c'est vrai. Les hommes de Bakhmout, notamment. Ouais. Oui, mais Bakhmout, c'est vrai qu'on sait que ça a été un bain de sang. Mais je reviens à ce que je veux dire. Mission, tenir la ville, bah, on tient la ville. Quand on tient la ville, on a forcément des pertes vu le feu qu'il y a en face et les soldats engagés. Mais il dit quand même, je ne ferai pas comme les Russes. Donc il y a quand même quelque chose. Ah non, mais ça c'est autre chose. Il y a deux choses. Il y a l'aspect du chef militaire et puis après le positionnement par rapport à l'adversaire. Le débat sur les pertes et sur des Russes complètement idiots qui montent à l'assaut, même une époque qui était écrit qui se battent avec des pelles, n'oublions pas, ou avec des tas de cadavres partout, bon il y en a peut-être, c'est des certains endroits doivent en avoir, ça fait partie de la propagande. Il ne peut pas non plus déjuger le fait que l'adversaire est forcément plus mauvais que lui et qu'il accepte des pertes énormes. On sait qu'il y a des pertes. Et on a eu des témoignages effectivement, et je me souviens parfaitement de ce franchissement de cette rivière pas loin de Kharkiv, avec un bataillon de chars russes qui, malgré qu'il a été attendu de l'autre côté de la rive, a essayé de passer 7 fois avec toutes les pertes. Donc il y a bien aussi, effectivement, un certain peu d'intérêt pour la vie humaine. Il y a une mission, on obéit, mais on ne se pose pas la question de savoir est-ce que la mission est réalisable. Et je dirais peut-être que la différence entre Ukrainiens et Russes, est-ce que la mission est réalisable ? Si elle est réalisable, bah, je mets l'investissement sans, si je peux me permettre, dans la balance, mais si ce n'est pas réalisable, je demande un changement de tactique ou de stratégie selon les cas, et effectivement, je préserverai mieux mes soldats. Mais je crois que c'est peut-être ça la grande différence. D'un côté, la mission, bah, on ne se pose pas la question, on y va, sans se poser la question effectivement des pertes. Et là, je pense qu'il nous exprime bien, j'ai une mission, j'ai des soldats qui meurent, oui, il peut y en avoir beaucoup, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, quand même, c'est, à un moment donné, je suis capable de revenir en arrière. Bien qu'on vienne de parler d'Avdiivka il y a quelques instants avec cette 3e brigade qui a été envoyée, ça veut dire quand même que, alors qu'Avdiivka est assez mal barré à la date d'aujourd'hui, on remet des soldats dans la bataille. Donc voilà, donc on revient à l'idée de la mission. Ma mission, c'est de ne pas laisser la ville aux mains de l'autre, donc je mets des hommes en avant et des blindés, ça veut dire que j'accepte les pertes qui vont arriver. Xavier, est-ce que ça sent pas le retrait quand même là ? Parce qu'en fait, lui qui avait ces méthodes-là un peu de tenir le front, d'être un peu austère, et à Bakhmout, il avait tenu jusqu'au bout. Là, est-ce que ça laisse pas la porte ouverte à un éventuel retrait là ? Le retrait d'Avdiivka. Exactement. Bah, c'est peut-être ce qu'il est en train de dire d'ailleurs. C'est en creux. On va voir, on va le vérifier. J'y pensais pendant que le général parlait. On va voir sur Avdiivka ce qui se passe. On sait que le point zénith, cette zone fortifiée qui est au sud, à proximité quasi immédiate de l'aéroport de Donetsk, c'était une des positions de défense de l'aéroport, va se retrouver coupée du reste de la ville. Que la zone nord aussi va être coupée du sud. Que la route de ravitaillement devient extrêmement dangereuse, si ce n'est encore très difficilement praticable. Et là,
on va voir ce qu'il va faire. Mais par rapport, pour revenir à Bakhmout et ce qui lui serait reproché, là où il aurait eu ce surnom qui est un peu usurpé, parce que on parle du boucher, on a parlé du boucher en Syrie, le boucher d'Alep, qui était un russe. Le boucher de Boutcha. Là, affubler ce nom-là, un général ukrainien, c'est peut-être un peu beaucoup, mais là, on va voir ce qu'il va faire et si ce retrait s'organise en bon ordre et avec le moins de pertes possible, sachant, il a tout à fait raison, il est d'une culture militaire soviétique même, quasiment. Hein. Et donc, peut-être que c'est aussi ça qui veut dire, cette culture-là, je l'ai perdue, maintenant, je suis pleinement dans la culture ukrainienne moderne, faire la guerre d'une autre façon, notamment avec l'emploi de beaucoup de drones sur le terrain pour compenser le manque de munitions. Ça va être la première fois où on le verra à l'œuvre, on pourra juger de ce qu'il fait. Anne a retrouvé les images de lui défilant sur la place rouge. Je dis tout, vous voyez. Il y a très longtemps. Ouais. Il y a longtemps, mais il a défilé sur la place rouge. Exactement. On est d'accord. C'est soviétique. Elisabeth Shepard-Selam, moi je vous soumets quelque chose que me disait l'amiral Olagaray ce matin. Il disait, pour moi, alors il allait plus loin, ça sent l'envie de négocier quand même. En entendant ça, en entendant quelqu'un qui dit non mais moi je préserve la vie de mes hommes, tout ça, pour lui c'était clair, c'est la porte ouverte à une négociation peut-être. C'est clairement la porte ouverte à une nouvelle étape, je pense. Il a mis clairement le point sur les i sur cette contre-offensive qui n'a pas vraiment vu le jour. Éventuellement, peut-être sur des négociations, bien qu'on a aussi entendu ces derniers jours que tant qu'on n'avait pas regagné les territoires, voilà, qu'ils n'allaient pas négocier. Donc, il y a quand même 2 sons de cloche là-dessus. Clairement, par contre, il est dans la communication. Et ça, depuis le début de cette guerre, même les militaires qui ne sont pas forcément dans la communication très ouverte, on le voit qu'il essaie aussi peut-être de vendre le fait qu'il n'est pas le boucher dans un moment où il faut aussi recruter et où on a vu passer les... Il est dans la communication depuis qu'il a été nommé, parce qu'on ne l'a pas entendu depuis. Bien sûr, mais parce qu'il remplace quand même quelqu'un qui est très populaire. Zaloujny était très populaire parmi les peuples. On a entendu quand même un grognement au moment, la semaine dernière, du passation de pouvoir, entre guillemets, quand il s'est fait virer en réalité. Et il doit quand même recruter des personnes. Donc je pense qu'il y a aussi, pour rassurer l'opinion publique ukrainienne et toutes ces personnes susceptibles d'être appelées à faire l'armée. Alors, justement, je ne sais pas si ça va les rassurer. En tout cas, vous allez voir que ce nouveau chef d'état-major est en phase avec son président, notamment sur le fait de ne pas négocier, que cette guerre sera difficile et longue surtout. Écoutez-le. On ne sait pas encore quand la guerre prendra fin. Mais il était clair pour moi que ce sera long et difficile. Vous avez également subi de grandes pertes, mais je me demande d'où viennent vos espoirs et vos perspectives pour l'avenir. Vous pouvez mettre fin à cette guerre bientôt ? Nos espoirs sont basés sur le fait que nous devons mettre fin à cette guerre en atteignant nos frontières. C'est la première chose à faire. Parce qu'aucune autre option n'est envisagée. Parce que nous n'avons tout simplement pas d'autre option. C'est la première chose à faire. Ça contredit ce que disait l'amiral Olagaray, qui dans le premier son avait entendu justement une envie de négocier. Là, il rappelle les choses. Nous, on ira jusqu'au front de 91, là où à un moment donné, pendant la guerre, on croyait que Zelensky était prêt à lâcher notamment certains territoires. Le général chef d'état-major des armées ne peut pas dire de son propre chef qu'il est prêt ou qu'il laisse une ouverture vers la négociation. Il ne peut pas le dire. Le seul qui peut le dire, c'est Zelensky. Si jamais il avait dit ça, ça aurait été un scandale énorme en Ukraine. Donc il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il vient de dire, et notamment de répéter ce qu'a dit Zelensky, on va retourner à nos frontières, en gros, de 1991. Ce qui veut bien dire que tant qu'il n'y aura pas une défaite ou une victoire de l'un ou de l'autre camp, on se battra. Même si, rappelez-vous, en décembre à Kharkiv, dans une école, Zelensky avait été un peu ambigu sur notamment le Donbass, le territoire du Donbass, en disant ça va être compliqué de les récupérer. Et certains y avaient vu peut-être une... Il y a quelques Faut-il se battre pour ces gens-là, oui, voilà, comme ça. C'est vrai, mais je crois que de part et d'autre, on cherche quand même une sortie de crise à terme, mais elle ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et à la date d'aujourd'hui, le deal n'est pas possible. Michel Dzerzhansky, cette volonté d'être dans les traces de Zelensky et de délivrer peut-être un message à la population ukrainienne, ça peut durer longtemps, cette guerre. Il va falloir se mobiliser dans
tous les sens du terme, à l'avant comme à l'arrière. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il est là pour porter, en tant que chef d'état-major, cette parole auprès de la population pour renforcer le fait que, oui, il va y avoir une mobilisation, mais cette mobilisation se fera en bon ordre et que non, il n'y aura pas un sacrifice inutile des hommes. C'est aussi, je dirais, rassurantiel vis-à-vis de la population ukrainienne. C'est non, je vais faire en sorte de vous préserver autant que faire se peut. Et puis ce qui rappelait sur le fait qu'un soldat vivant est plus important qu'un soldat mort. Moi, je me souviens d'un très vieux général, mais on s'en souvient tous, c'est Patton qui disait ça. La première fois où il a pris ses fonctions sur l'Ouest, il a affirmé à l'ensemble de ses soldats, de ses sous-généraux, etc., que ce qui était important, c'était qu'il reste vivant et qu'un soldat mort n'a aucune utilité. Donc que lui le rappelle en termes, je dirais, de bon sens, ça me paraît la moindre des choses.